Bien le bonjour, nous sommes toujours à Angoulême, c'est toujours Pop Campus sur 93.3 et nous avons le plaisir de partager ces quelques minutes avec Boulet et Asséine. Bonjour. 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 Alors, dans un premier temps, pouvez-vous nous présenter à nos auditeurs, sachant que toi, Boulet, tu as eu l'occasion de te présenter déjà il y a à peu près 6 mois pendant une interview donc à la Japan Expo. Je t'invite donc à présenter notre ami Asséine. Alors, Hassen est un jeune dessinateur, mais je viens d'apprendre qu'il n'est pas si jeune que moi. Il a que 5 ans de moins que moi. C'est très compliqué. C'est un dessinateur vieillissant de bande dessinée, qui est sur le déclin, comme on dit, et que j'ai connu sur les blogs il y a quelques années. Il avait été notamment remarqué à Angoulême il y a quelques années, tu vas me dire l'année 2008 au prix Révélation Blog, qui lui avait valu la publication d'un livre aux éditions Varum, c'était Abigail. Il avait enchaîné à l'employé du mois avec Palais de glace. Ensuite, on avait tous les deux travaillé pour la série Les Autres gens de Thomas Cadenne chez Dupuis. Et là, il terminait un album sur l'aviateur Ningesser, scénarisé par le délicieux Fred Bernard, qu'on salue s'il nous écoute, ça m'étonnerait, mais au cas où, Fred, on t'aime. Et d'ailleurs, Julien Piquini est un très bon album aussi. Mais oui, et donc voilà. Et moi, je connaissais et appréciais le travail d'Hassen depuis des années, donc je l'ai contacté et je lui ai proposé récemment Bolshoi Arena. Donc tu vas pouvoir maintenant te venger, Asséine. Est-ce que tu peux nous parler de Boulet, s'il te plaît? Boulet, c'est notre mentor à tous. Il naquit à Meaux, en Seine-et-Marne. T'as vu comment je te connais? Et ça on impose. Le 1er février 1975, au sein d'une famille nombreuse. Donc, un Boulet, c'est un blogueur émérite. Et j'ai appris l'existence de Boulet au début des blogs, donc en 2004-2005. Et c'était déjà une figure tutélaire pour nous tous. C'est-à-dire que c'était le modèle à suivre. Et on voulait avoir le même nombre de visites que lui et avoir autant de fans que lui. Ce que je n'ai jamais réussi à obtenir. Voilà. Mais donc, on s'est rencontrés au milieu des années 2000. Autour de bières, dans des bars très tard. On a sympathisé. On n'a pas arrêté de se croiser sur des festivals, etc. On s'est toujours bien entendu. Et c'est en 2014 au Salon du Livre de Paris, il dédicaçait. Et c'est là où il m'a parlé pour la première fois de Bolshoi Arena. Et je lui avais dit, à l'époque, je finissais donc Ningesser. Et je lui avais dit, envoie-le-moi, je suis OK pour dessiner de la science-fiction en couleur, avec plein de gros vaisseaux après des avions de la Première Guerre mondiale. Ça me fera le plus grand bien. Et donc j'ai fini Ningesser et je m'y suis mis dans la foulée, le mois même, je crois. J'ai eu une petite commande pour Axolot et après j'ai fait Bolshoi. Qu'est-ce qui t'a motivé sur ce sujet? Plein de choses. Un amour des jeux vidéo. Déjà, j'ai arrêté pendant très longtemps les jeux vidéo parce que c'était un peu comme une drogue dure pour moi. J'avais tendance à disparaître de la circulation dès le moment où je commençais un jeu vidéo jusqu'à ce que je l'ai fini. Donc je me suis dit que c'était une très mauvaise idée de continuer. Et j'ai arrêté pendant quelques années et je m'y suis remis un peu prudemment sur le tard en me disant que c'était quand même dommage de passer à côté de tout ce que proposait l'industrie du jeu vidéo de nos jours. Et donc je m'y suis remis avec parcimonie et j'ai découvert les jeux procéduraux. Les jeux qui se calculent tout seuls en quelque sorte, où des univers peuvent être infinis. J'ai joué à Minecraft, j'ai joué à des jeux comme ça, à No Man's Sky et tout, où il n'existe pas de carte de l'univers, mais l'univers se génère par des algorithmes. Et c'était et j'avais envie de raconter aussi une histoire de SF. Et pour moi, c'était une sorte de confort parce que ça me permettait le fait de parler de réalité virtuelle et d'un univers virtuel du Bolshoi, donc ça me permettait de parler de SF sans prendre le risque de faire des prédictions trop vagues. J'avais pas envie de décrire un univers de SF qui se passerait dans 100 ans dans le futur et de faire comme tous les auteurs de SF des années précédentes qui n'avaient pas vu arriver Internet, par exemple. Et donc je voulais faire un univers qui partait sur quelque chose de relativement impossible en termes de technologie, ces espèces de lunettes qui plongent dans une transe et qui permettent d'aller dans un univers parallèle, quoi. Enfin, c'est un ordinateur, mais ça reste quand même un univers parallèle. Et ça me permettait de faire de la SF fantasmée telle que moi j'aimerais la vivre, et donc avec un aspect très conquête de l'Ouest. C'est vraiment, pour moi, Bolshoi Arena, c'est on découvre l'univers, on a enfin le moyen, après des millénaires, de partir à l'assaut des étoiles. Et tout le monde a son petit chariot, c'est la loi de la jungle et on part dans les étoiles et on se bagarre et on essaye de gagner des territoires. Et pour te répondre à la question non posée sur le nom, c'était au moment où je cherchais une appellation pour cet univers. Je voulais qu'il porte un nom un peu punchy. Je voulais pas que ça s'appelle le réseau ou le net ou un truc comme ça. Je me disais comment ça pourrait s'appeler.
C'est comme Internet, tu vois, il fallait un nom qui pète. Je suis tombé, je crois que c'est une simulation, j'ai pas vérifié la date encore une fois. En 2010, c'est la NASA qui a utilisé un supercalculateur qui s'appelle Pléiade pour faire une simulation de la répartition de la matière noire dans l'univers. Et donc ils ont créé un univers dans un supercalculateur. Et ils ont même des images, tu peux regarder, tu vas sur Vimeo et tu cherches Bolshoi, ça s'écrit avec un S, mais sinon ça s'appelle la simulation Bolshoi, et tu peux voir l'univers tourner sur lui-même, comme ça c'est une simulation de l'univers qui s'appelle la simulation Bolshoi. Et bon, c'est moins fin que la simulation dans le livre, puisque là, un point, je crois que c'est une galaxie, ou alors un groupe de galaxies carrément. Donc là, on est quand même des milliards de fois plus précis dans Bolshoi Arena. Mais je me suis dit... Si on pourrait voyager dans le Bolshoi, c'est-à-dire dans cette simulation. Et donc tout à coup, je me suis dit, c'est un super nom, le Bolshoi. Et j'ai commencé à chercher des logos avec le B en cyrillique. Et j'ai vu cette espèce de logo comme ça en symétrie, le BA. Et je me suis dit, ça marche hyper bien, ça fait un super joli logo. J'ai testé sur Twitter, je l'ai posté sur Twitter en disant, vous avez déjà vu ce logo quelque part, pour voir s'il existait. Et comme personne n'a réussi à le trouver, je me suis dit, il ne doit pas exister. Et j'ai cherché un mot en A qui irait bien avec Bolshoi. Et Bolshoi Arena, quoi, la notion de combat comme ça, de Battle Royale. Et bim, c'était parti. Et en plus, Bolshoi Arena, ça fait BA, donc ça fait boulet à scène. Donc c'était la perfection, c'était écrit. Quadrature du cercle est parfait. Exactement, tout est logique. D'ailleurs, vous voyez bien, hein, B, boulet, Bolshoi. On a respecté l'ordre. C'est comme les nuls, tu sais, qui s'appelaient Alain, Bruno, Chantal et Dominique, et ça faisait ABCD. Et ils avaient appelé leur spectacle l'ABCD des nuls. Donc justement, j'ai l'impression que c'est quand même... J'ai presque l'impression que c'est ton projet le plus ambitieux depuis à ce jour. Dans le sens où il y a vraiment cette volonté d'explorer quelque chose qui est assez universel, donc déjà l'univers évidemment, mais dans les motivations, dans les enjeux qui vont être exprimés à travers l'histoire, on sent que ce premier tome n'est là que pour quasiment gratter la surface et introduire l'histoire, notamment grâce aux yeux de Marge qui découvre en même temps donc le Bolshoi. Vous avez envie d'aller assez loin d'ailleurs avec cette histoire? Alors moi j'ai toujours été fasciné par les espèces de grandes sagas en manga par exemple. Et j'avais découvert c'était Full Metal Alchemist, dont j'avais été fasciné par sa structure, parce que c'était donc deux héros, qui sont deux enfants, et qui vont être les héros de l'histoire, et vraiment on va suivre l'histoire à travers leurs yeux, mais en même temps on se rend compte que ce sont des personnages secondaires d'une histoire beaucoup plus vaste, et que l'histoire elle pourrait se dérouler sans eux en fait. Ils ne sont pas tellement importants par rapport à ce qui se passe dans le reste de l'univers de cette série. Et il y a des moments où ils sont vraiment écartés par les adultes, qui font des trucs, qui se bagarrent, qui font des guerres. Et les deux enfants, entre guillemets, ils ne rencontrent pas la moitié des méchants, en fait. Et ils sont vraiment mis de côté. Et j'aimais bien cette idée qu'il y a un univers qui soit plus grand que les héros. Je déteste la SF, ce que j'appelle la SF christique, c'est-à-dire façon Matrix, où il y a un sauveur qui va venir régler tous les problèmes de l'humanité. Et voilà, c'est Jésus en blouson de cuir et en slip moulant. Et bim, j'ai des super pouvoirs et je pète tout. Et j'avais envie de lancer cette fausse piste dans Bolshoi Arena, c'est-à-dire que Marge est une surdouée, mais je voulais que même en tant que surdouée dans cet univers, elle soit vraiment une goutte d'eau dans l'océan. C'est-à-dire qu'on va beaucoup rappeler dans le tome suivant, et dans celui-là déjà on le dit, que c'est hyper anecdotique. C'est-à-dire que voilà, quelquefois elle fait des exploits dans le Bolshoi, elle reçoit des milliers de mails, elle est hyper contente, tout le monde la félicite, mais on se rend compte qu'en fait dans le Bolshoi il continue à se passer plein de trucs, qu'il y a des gens qui s'entretuent, etc. Et voilà, et j'avais envie vraiment que le héros du livre ça soit le Bolshoi, et que les personnages ça soit... c'est comme quand on visite un pays, on doit choisir un guide, on rencontre quelqu'un et finalement on visite le pays à travers ses yeux. Et là, c'est un peu pareil. On avait besoin de guides pour visiter le Bolshoi. J'ai pris Dana et Marge, parce que c'était pratique. Marge, elle le découvrait avec nous. Et on suit Marge comme ça et on découvre cet univers. La définition que tu me fais me rappellerait presque ce poème The Pale Blue Dot de Karl Sagan, qui ressemble un peu à cette idée que finalement, nous sommes vraiment une goutte d'eau, quelle que soit notre appartenance. Moi, je dis souvent qu'en SF, mes principales influences... très loin au-delà de tous les écrivains de SF, c'est les vulgarisateurs. Moi, je pense que j'ai lu beaucoup plus de vulgarisateurs que d'auteurs de SF. Je suis très ringard en SF. Je connais Asimov et Bradbury, mais c'est à peu près tout. Hein.
Et le reste, moi, c'est Hawkins, c'est Carl Sagan, c'est même Étienne Klein, des gens comme ça qui parlent, qui parlent de l'espace et ça me fascine. S'il y a un auteur de SF que j'ai découvert à peu près au moment, un peu avant avoir écrit Bolchoï, et je pense que qu'il a eu une influence assez forte sur moi, c'est un Américain qui s'appelle Wilson et qui a fait un récit qui s'appelait je me souviens plus, j'ai un doute sur le nom, je me demande si c'était pas Darwinia, où il raconte que des portails apparaissent sur Terre et que chaque portail amène vers une autre planète. Et du coup, c'est un peu le même principe que dans le Bolchoï, c'est tout à coup les gens passent des portails et se retrouvent sur une planète vierge et qui doivent conquérir. Et sur chaque planète, il y a à nouveau des portails qui mènent vers d'autres planètes et à chaque fois c'est vers une planète de plus en plus hostile. Donc les gens peuvent sortir sur une planète qui ressemble beaucoup à la Terre et puis après ils traversent cette planète, ils trouvent un autre portail et ils vont encore plus loin et la planète est un peu moins sympa. Et ça a tout l'air d'une utopie. Et en fait, dans le livre, il dit bah non, en fait, c'est la même chose que dans toutes les conquêtes en quelque sorte. C'est-à-dire dès le moment où les gens ont passé le portail, ils essayent d'établir des territoires, de trouver des ressources. Ils commencent déjà à s'entretuer à peine la porte passée, quoi. Donc je pense que ça m'a un peu influencé dans Bolchoï Arena, ça. Graphiquement, je trouve aussi qu'il y a un travail qui est remarquable, qui pour moi m'a beaucoup rappelé du manga, évidemment, Otomo en tête, par moments, notamment dans les décors. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, le travail des décors de la ville et les travails des décors de science-fiction ont ce côté de perspective qui pour moi, se répondent l'un à l'autre. C'était quelque chose que tu avais en tête ? Ah oui, pour moi, il fallait vraiment une cohérence et j'apporte autant de soin au personnage qu'au décor. Et autant de soin, mais c'est deux choses qui ne se traitent pas du tout de la même façon. Moi, j'accorde une grande importance à la justesse des poses et des attitudes, et quitte à déformer un peu l'anatomie de temps en temps, pour atteindre une espèce de beau idéal, pour parler de manière un peu pompeuse. Mais moi, une de mes références en dessin, c'est la Grande Odalisque de Ingres, où il rajoute des vertèbres en plus à la Grande Odalisque pour que ce soit plus harmonieux sur le dessin. Et c'est exactement ça que j'ai voulu faire. Voilà, et donc c'est plus minimaliste pour les corps humains, pour la pureté des expressions, et beaucoup plus laborieux, entre guillemets, pour les décors. Donc c'est deux choses qui sont très différentes. Il y a en même temps un vrai sens du spectaculaire et de l'épique qui transparaît, notamment dans les scènes de science-fiction. C'était quelque chose qui était, je suppose, important. Ah bah oui, je voulais donner la mesure de l'ampleur Il faut toujours faire ressentir l'ampleur et le gigantisme des lieux. Et donc c'est aussi pour ça que des couleurs pâles aidaient à rendre un espace plus vaste et faire ressentir une espèce de son comme s'il y avait des basses quasiment sourdes. Enfin c'est un peu tout ça que je voulais rendre. On a pu découvrir aussi donc, dans cet album l'application Delcourt Soleil qui permet d'avoir donc, des informations supplémentaires, notamment sur le processus créatif. Comment ça s'est passé finalement entre vous deux ? Moi, j'avais un storyboard qui était... Bon, ça c'est ma façon de travailler, mes storyboards sont toujours beaucoup trop détaillés. C'est presque des BD un peu lâchés. Donc j'avais ça parce que je ne savais pas encore ce que j'allais en faire de cet album quand j'ai commencé. Je ne savais pas si j'allais le dessiner moi-même ou le confier à quelqu'un d'autre. Et puis souvent quand je réfléchis, quand je bute sur une scène, en attendant de trouver la solution, je continue à rajouter des détails. Donc il y a quelquefois, quand je bloque particulièrement longtemps, il y a des pages qui sont vraiment où il y a les ombres et les lumières, quoi. Enfin, c'est vraiment beaucoup trop. J'ai envoyé ça à Seine en lui disant qu'il pouvait bien sûr changer tout ce qu'il voulait, tant que ça changeait pas le nombre de pages. Parce que quelquefois, moi, je réfléchis aussi en double page. Donc s'il décale tout d'une page, tout à coup il y a une double page qui n'est plus une double page et ça marche pas. Mais voilà, je lui ai envoyé tout ça et puis moi ça a été comment dire, c'était ma façon d'aborder les retours, ça a été donner absolument tous les retours qui me passent par la tête. Et en lui laissant la liberté totale de les accepter ou non. C'est-à-dire je lui ai envoyé 50 retouches en disant ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et puis lui quelquefois il me répond juste, moi j'aime bien comme ça. Et puis voilà. Oui, il était assez cool pour le dessin. Enfin, j'ai vraiment pu faire tout ce que je voulais. C'est très agréable. Enfin, c'était vraiment une super collaboration, quoi. Il était très ouvert à mes propositions graphiques. Et comme c'est moi qui ai la main sur le fichier final, donc c'est vrai que parfois, j'avoue, je disais oui, je le ferai. Ah oui, je vais voir comment ça rend. Puis en fait, je le faisais pas parce que je le sentais pas trop. Mais puis c'est vrai que c'est toujours un peu difficile de revenir en arrière quand on a fini des planches et de revenir 10 planches avant, alors qu'on a qu'envie de faire c'est de la prochaine et que pour toi ça fonctionne comme ça. Et
t'as peur que ça casse tout après. J'en reviens toujours sur cette application qui est quelque chose d'assez original aussi. Est-ce que dans l'idée, ça pourrait être intéressant de continuer à travailler, peut-être dans un aspect un peu plus narratif, en essayant d'apporter quelque chose d'un peu plus qui va apporter quelque chose à l'histoire? C'était notre intention. Là, le problème, c'est qu'on a été mis au courant de ça vraiment en dernière minute. On savait que le truc existait et quelques semaines avant la fin, on nous a prévenu qu'il y aurait ça et qu'il fallait qu'on vienne bosser chez Delcourt pour en parler. Nous, on était tous les deux au bout du rouleau, mais vraiment, je pense, on avait bossé 3 ans sur cet album. On n'en pouvait plus. Et là, quand ils nous ont dit, il nous faut des trucs pour la réalité augmentée, moi, je me voyais pas. Vu l'état dans lequel on était, je ne me voyais pas redemander à Hassen si on faisait 2 pages gratuites pour les mettre dans l'appli et tout. Et donc on a dit non mais laisse tomber quoi. Enfin, et on a essayé de se focaliser sur la méthode de travail pour que ça reste intéressant sans demander trop de boulot. C'est-à-dire moi je pouvais ressortir mes crayonnés. Ils m'ont demandé une petite interview pour expliquer mon idée du Bolchoï et ce genre de choses. On a mis le clip promotionnel qu'on avait mis sur Internet. On a mis des trucs assez légers, mais effectivement pour le tome 2, quelquefois il y aura des notions un peu plus obscures sur le fonctionnement du Bolchoï et j'aimerais bien faire des espèces de petits mini-récits explicatifs pour expliquer plus en détail comment ça fonctionne. Et ça serait un petit complément d'histoire. On verra comment on peut faire en fait. Très bien. On en arrive presque déjà à la fin. L'album donc est nommé cette année donc pour le prix du meilleur album donc au FIBD. Qu'est-ce que vous en retirez tous les deux? On est content, ça on va pas dire le contraire. Ça nous fait déjà on est content juste pour la visibilité que ça donne à l'album. L'album marche déjà mieux que ce qu'on avait espéré, donc on est ravis. Mais alors avec en plus la nomination à Angoulême, ça donne une surcouche de publicité qu'on est ravis d'avoir. On est tous les deux d'un naturel assez pessimiste, donc quand on a appris qu'on était nommés, on s'est regardé, on a tous les deux fait ouais, bon, on n'a aucune chance. Et donc on part relativement perdant, mais content d'être dans la compétition. On est déjà des bons perdants, quoi. Comme si on avait le droit de s'inscrire au Tour de France, puis qu'on était ces derniers, on disait on s'en fiche, on participe au Tour de France. Voilà. Ah, il y a la voiture balai qui arrive, méchons-nous. Voilà. Le panache de la lanterne rouge, je trouve ça magnifique. Le degré de confiance en nous est très développé. Et toujours sur le festival d'Angoulême, Rumiko Takahashi donc, a été élue Grand Prix cette année. Est-ce que vous avez un retour justement dessus? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a touché? Alors moi ça faisait des années que je votais pour elle, donc oui, ça fait des années que je vote pour deux de mes favorites qui sont Bernadette Després et Rumiko Takahashi. J'ai vu que Bernadette Després était à l'honneur cette année à Angoulême. Et maintenant, j'ai vu que Rumiko Takahashi avait gagné le prix, donc j'étais euphorique. Paradoxalement, je connais assez peu son œuvre, c'est-à-dire que j'ai jamais regardé Juliette, je t'aime. Je connais pas trop ce qu'elle a fait avant. Moi, mais en revanche, j'étais un immense fan de Ranma 1/2, qui était vraiment ma série préférée j'allais dire quand j'étais ado, mais c'est complètement faux. J'avais 20 ans quand j'ai découvert ça en BD chez Glénat. Et après, moi, je séchais les cours des Beaux-Arts pour aller regarder Ranma en animation au Club Dorothée. Et j'étais pétri de honte parce que je devais regarder les conneries de Dorothée avant. Et voilà. Et j'étais en train de sécher les cours des Beaux-Arts où il y avait des gens qui fumaient des roulés en parlant de l'art contemporain. Et moi, j'étais en train de regarder Dorothée en attendant Ranma 1/2. Et voilà. Donc, j'ai beaucoup de souvenirs liés. Et je suis content qu'il y ait une sorte de reconnaissance officielle qui disait voilà, tu perdais pas ton temps. Tu perdais pas ton temps quand tu séchais les cours des Beaux-Arts pour regarder Ranma. C'est vrai qu'avec ma compagne, qui a le même âge que moi, on se faisait la réflexion. C'est vraiment formidable qu'une créatrice comme ça, qui a produit toute cette œuvre, donc Juliette, je t'aime, que ce soit Lamu ou Ranma 1/2, quand nous on est ados, quand on regardait Club Dorothée, on nous disait toujours que c'était stupide et que c'était des japonaiseries, comme disait Ségolène Royal à l'époque. La Charentaise. La Charentaise. Enfin, c'était un peu honteux, même quand on était ados et qu'on avait l'âge de regarder. C'est de la sous-culture et on nous disait vraiment que c'était nul. Et que ce soit maintenant honoré et valorisé, et en plus qu'elle a un grand prix, c'est absolument génial. Enfin, c'est la preuve que c'est quelque chose de qualité. La preuve que c'est quelque chose qui me touche beaucoup, c'est que dans Bolchoï Arena, j'ai dessiné Lamu instinctivement. Parce que toutes ces créations, elles comme d'autres, font partie de nos images mentales avec lesquelles on a grandi, avec lesquelles on s'est structuré, et ça se ressent dans nos dessins aussi. Pour trouver Lamu, on vous invite à lire Bolchoï Arena. On en arrive déjà à la fin. Un petit mot de la fin peut-être chacun? Non, tout sur cet album a été une bonne surprise. C'est-à-dire que moi j'ai fait un scénario un petit peu en me disant ça mènera probablement nulle part. Parce que je trouvais ça même
je me disais c'est quand même ambitieux, ça va être quand même énorme. Et puis finalement, j'ai trouvé un dessinateur qui a accepté, qui m'a fait un très beau livre qui est plus beau que ce que j'aurais pu faire. Et on a un accueil au-delà de nos espérances. Donc moi, le mot de la fin, c'est que je suis ravi. Je suis moi aussi hyper content d'avoir tous ces retours, la nomination, d'avoir pu travailler avec Gilles de manière aussi agréable. C'est une super expérience et tous les retours positifs qu'on a, les bonnes ventes et la sélection d'Angoulême, c'est une récompense parce que ça a été difficile à faire, ça a été long et moi je suis aussi très heureux. Merci à vous deux et donc à dans 3 ans pour la suite, peut-être un peu avant.